J'aimerais commencer par vous proposer de simplement regarder cette peinture. Voilà, de simplement prendre le temps, en fait. Alors, vous pouvez la contempler ou vous pouvez vous demander ce qu'elle représente selon vous. C'est une œuvre qui recèle une vérité profonde, c'est une œuvre philosophique et je crois que c'est une œuvre qui peut nous aider à vivre un peu mieux chaque jour. Gardez ça en tête, ça va prendre tout son sens bientôt. Là, on est face aux premières images des expéditions de l'Everest. Ces hommes et ces femmes nous fascinent. On les appelle plus généralement des aventuriers. Et on les admire. Mais alors pourquoi donc? Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun et qui nous aspirent, qui nous appellent à les rejoindre? Certains disent que ces aventuriers ont disparu, mais non, l'aventurier est toujours présent. Et pour comprendre ça, il faut revenir un peu en arrière. On est en 1935, en plein dans le Sahara. Il y a 2 hommes et des débris d'avion. C'est mal parti pour eux. Ils sont en train de mourir de soif, mais un des 2 hommes prend le temps de réciter dans sa tête quelques vers de poésie. Il s'appelle Antoine. Antoine de Saint-Exupéry. Et finalement, ces 2 hommes s'en sortiront. Voilà. Et ils reprendront leur envol. Ça, c'est un des moments caractéristiques des débuts de l'aéropostale. On se dit que ça pourrait être utile d'utiliser les avions pour transporter le courrier, notamment dans des zones qui sont difficilement accessibles. Alors ces avions qui ont amené nos 2 hommes dans le désert, ils sont en bois, en toile, sans GPS ni radio. Juste une boussole, une carte, on pilote à vue dans un cockpit qui est ouvert au vent. Et si un moteur tombe en panne, c'est terminé. Pas de parachute, presque pas de contact radio, donc voilà, on finit dans le désert. Ce qui fait qu'on admire un homme comme Saint-Exupéry, c'est pas parce que c'est un écrivain ou parce que c'est un pilote, c'est parce qu'il vit une vie d'aventure, avec un certain romantisme. On ne comprend pas pourquoi il choisit de prendre autant de risques, seulement pour prendre l'avion. Mais Saint-Ex nous offre une réponse. Il ne s'agit pas d'aviation, l'aviation est un moyen et non une fin. On ne risque pas sa vie pour lui, c'est un moyen de quitter, je cite, les villes et leurs comptables. Ce qu'il cherche, ce n'est pas le danger, mais l'intensité. L'aventurier, on pourrait dire, c'est celui qui va dans l'inconnu, volontairement. Un inconnu d'ailleurs que les autres refusent. Et il ne le fait pas en vain, il le fait parce qu'il a un objectif précis. Un objectif que souvent les autres ne comprennent pas. Pourquoi prend-il autant de risques? Voilà. Alors on peut admirer Saint-Ex ou les grands explorateurs comme Livingstone ou Alexandra David-Néel, mais le fait est que leur aventure serait impossible aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait n'est plus de l'aventure, on ne peut pas le reproduire. Monter l'Everest par exemple, c'est un défi sportif mais c'est pas une aventure. Ce n'est plus l'inconnu, et ça ne le sera plus jamais. Il faut s'y faire. Aller à l'autre bout du monde, c'est pareil. Tout le monde a accès à l'avion. Ce n'est plus ça l'aventure. Le voyage n'est plus une expédition. Mais pas besoin de se larmoyer sur le passé. Cette aventure du passé, elle avait notamment un problème majeur. Le problème majeur de l'aventure d'hier, c'est qu'elle était en réalité assez peu autonome. On a découvert quelle était la source du Nil grâce au financement de la couronne d'Angleterre. Et Alexandra David-Néel, qui est partie au Népal, a financé ses premières expéditions grâce à son mari. Donc assez peu d'autonomie finalement. Le problème aujourd'hui, c'est que nous restons attachés à une forme d'aventurier du passé. Et le cinéma continue par exemple de représenter les aventuriers d'hier, qui partent à l'autre bout du monde. Et pourtant, nous avons fait une découverte au XXe siècle qui nous permet aujourd'hui d'explorer un tout nouveau monde. La plus grande découverte du siècle précédent, ce n'est pas un territoire de la surface de la Terre, c'est la découverte de l'inconscient. Freud et Jung nous ont apporté un nouveau monde qui s'offre à nous. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de partir à la recherche de terres inconnues, mais de se découvrir soi-même. L'inconnu n'est plus géographique, il est intérieur. Alors on pourrait dire que cet inconnu-là est beaucoup moins puissant, beaucoup moins fascinant que de découvrir le monde extérieur. Et pourtant, eh bien, cette aventure intérieure, elle est recherchée depuis des millénaires. On a toujours cherché cet endroit inconnu. On ne comprenait pas ce qui nous échappait. Prenons un peu de temps pour admirer cette œuvre. Elle est si complexe qu'on pourrait y revenir plusieurs fois et découvrir à chaque fois un nouveau détail. Ici, le peintre montre le destin de l'humanité consumé par la passion et par le plaisir. Mais en réalité, selon moi, ce qu'il montre, c'est ce qu'il se passe dans sa tête à ce moment précis.
Il représente, sans le savoir, hein, la complexité de son cerveau et de son état d'âme. Et cette œuvre, elle a 500 ans. Mais maintenant, c'est un peu différent. On a mis un mot sur ce mystère de notre cerveau. On peut maintenant librement naviguer dans ce monde qui est nommé l'inconscient. L'aventurier moderne, c'est donc celui qui plonge dans les abysses de son inconscient. Et ça, les artistes l'ont bien compris. Salvador Dali est certainement l'exemple le plus connu. Il navigue, il explore. Voilà. C'est ça, la grande rupture de l'art moderne. L'aventurier moderne navigue dans son inconscient, il crée de l'art, il analyse ses rêves, et il tente de comprendre ce qu'il se cache derrière les mythes et les histoires. Bref, l'aventurier moderne est celui qui choisit de naviguer dans ce monde inconnu. Alors, je vous ai parlé de Salvador Dali, mais il nous manque d'autres exemples pour comprendre comment cette aventure moderne peut se matérialiser. Ce qui nous manque donc aujourd'hui, c'est la valorisation de cet aventurier moderne qui est tourné vers l'intérieur. Et ça, Sylvain Tesson l'a bien compris. Quand il part à la recherche de la panthère des neiges, il ne relate pas l'aventure de son expédition au Tibet. Non, l'aventure qu'il relate, c'est celle de l'immobilité. C'est l'aventure face au temps qui passe. C'est une aventure intérieure. Et ce n'est pas le seul à tenter d'actualiser le mythe de l'aventurier. Là, on est de retour sur notre tableau du début, justement sur un tableau qui se nomme l'aventure. On voit un homme assis face à une table, avec un bateau entre les mains. C'est étrange quand même comme vision de l'aventure. Ici, le bateau est entre les mains du personnage principal. Jacques Villon était un visionnaire. Il savait que l'aventure était en train de changer de forme. Aujourd'hui, l'aventurier peut rester assis. Il peut tout créer depuis chez lui. Il peut écrire, il peut publier sur Internet, il peut peindre, il peut explorer et s'explorer lui-même. Et en cela, l'art contemporain est particulièrement aventureux. L'art contemporain tente. Voilà, par-delà le risque. Elle laisse place, beaucoup plus que l'art du passé, je crois, à une forme d'imprévu, à une forme d'inconnu finalement. Alors il faut évidemment critiquer l'art contemporain, mais je crois qu'il ne faut pas non plus en vouloir à ceux qui tentent. Ce sont eux aussi les aventuriers modernes. Parfois ils se trompent de chemin, souvent même, mais parfois ils ouvrent une nouvelle voie.